Le 5 novembre 1960. Mon cher journal. Aujourd'hui, je suis révoltée. Je savais que ça allait arriver un jour. Les gens deviennent fous ici-bas. Et je suis plus que révoltée. Il va falloir que je joue la justicière. Depuis que le manoir a été transformé en maison d'accueil religieux, j'en vois passer des gens en détresse. Mais là, c'en est trop pour moi. Sœur Marie-Odile, d'ailleurs, est vraiment une religieuse de très grande qualité. Elle est toujours là pour apaiser chacun et guider son prochain. C'est la définition même de la bonté sur Terre. Aujourd'hui est arrivée Jeanne, une magnifique jeune femme de 31 ans, qui est arrivée, rouée de coups, avec des marques de strangulation autour de son cou et des lunettes de soleil, en plein mois de novembre. Sans même qu'elle n'ait besoin de parler, j'ai su de suite que c'était une femme battue. S'il était possible de revenir sur Terre, j'en ferais une affaire personnelle. Un homme se doit de chérir et protéger son épouse, et certainement pas de la rouer de coups. J'attends avec impatience qu'elle raconte son histoire à sœur Marie-Odile, même si je sais que ça va me mettre hors de moi et que je ne pourrai rien faire avec mon statut de femme invisible. Et parfois je regrette d'être décédée juste parce que je ne peux pas venir en aide à mes visiteurs. Les sœurs qui s'occupent de lui délivrer sa chambre ne disent mot. Elles se contentent de lui donner son nécessaire de bienvenue, c'est-à-dire une serviette, un gant de toilette, un gros savon de Marseille et une panoplie de linge de lit, draps, thé d'oreiller et couverture. Avec respect, elle quitte la chambre en lui annonçant l'heure du repas qui est 18h. Jeanne s'assoit sur son matelas et éclate en sanglots. Elle part dans une longue réflexion interne. Et si je n'arrive pas à lire dans ses pensées, je ressens les émotions. Et je découvre qu'elle est rongée par la honte et le désarroi. Elle se demande comment elle a pu autoriser ça et comment un homme si merveilleux peut se transformer en un tel monstre. Elle arrive même à se sentir responsable de ce qui lui arrive. Je suis atterrée qu'elle puisse penser ça, elle qui semble si douce. L'heure du repas arrive. Elle est invitée à se présenter au groupe. Elle prend un long moment avant de se lever et de dire « Bonsoir, je m'appelle Jeanne et je viens de perdre un bébé à 3 mois de grossesse. » Elle éclate une nouvelle fois en sanglots et sœur Marie-Odile vient à sa rencontre, la prenant par les épaules, la rassurant et lui proposant un moment en tête-à-tête après la prière. Le repas se passe dans un silence pesant qui sera coupé de temps en temps par les reniflements de Jeanne. Les sons des couverts qui tapent dans les assiettes résonnent dans cette salle froide. Après le repas, Jeanne retourne dans sa chambre pour s'allonger et continuer de pleurer. Et elle sera rejointe par sœur Marie-Odile quelques 30 minutes plus tard, après la prière, comme promis. La religieuse frappe à la porte avec délicatesse et entre sans attendre de réponse. Elle s'assoit auprès de Jeanne, comme une maman viendrait s'asseoir auprès de son enfant inconsolable, lui caressant les cheveux et lui disant « Tu veux bien me raconter ?» Jeanne essuie ses larmes et se redresse sur son lit, prend une grande inspiration et commence son histoire en disant « J'ai échoué, ma sœur, j'ai échoué. J'ai rencontré mon mari à 21 ans, le jour de mon anniversaire, le jour de ma majorité. Il était si merveilleux, si craquant dans ses beaux vêtements. Il n'avait Dieu que pour moi et m'a fait la cour comme je n'aurais jamais pu espérer plus idyllique. On avait prévu de se revoir plus tard, pour être un peu plus au calme, et il était tellement gentleman qu'il m'a proposé d'aller au cinéma. Ça tombait bien, je voulais vraiment aller voir La Belle de Paris, de Jean Negulesco. On a passé une soirée merveilleuse et nous nous sommes fréquentés assez rapidement. Il m'emmenait voir la ville et me faisait faire des tours en moto. J'étais vraiment heureuse. Il m'a très rapidement demandé en mariage. Et bien que nous n'ayons que peu de moyens, nous avons organisé une grande fête avec une sublime robe de mariée. Il était déjà homme d'affaires, un vendeur couronné de succès, un beau parleur, comme on dit. Mais un soir, un peu alcoolisé, alors que je lui annonce que j'ai décroché un emploi, il sort de ses gonds et commence à m'insulter, car selon lui, c'est un affront que de vouloir travailler alors qu'il gagne très bien sa vie. Je tente de le raisonner en lui disant que l'argent n'a rien à voir, que je veux juste devenir quelqu'un moi aussi, et qu'il est important pour moi d'avoir une position sociale. Il se met à me gifler en m'insultant de plus belle, en hurlant qu'une femme doit rester au foyer à attendre son mari, et que sa place n'est nulle part ailleurs. Il m'inflige alors mes premiers coups de poing au visage.
Et pour s'assurer que l'idée me passe, il me donne des coups dans l'abdomen, me coupant la respiration immédiatement, et lorsque je me recroqueville au sol, il me donne de très violents coups de pied dans le ventre. J'ai mis 1 semaine à m'en remettre. Il s'est occupé de moi, telle une mère s'occuperait de son enfant malade, me choyant, s'excusant et me promettant que ça ne se reproduirait plus. Il me faisait à manger et ne partait plus travailler pour veiller à mes côtés, le temps que mes bleus disparaissent. Même si je n'avais pas compris son accès de colère, j'étais heureuse qu'il s'occupe de moi comme ça. Une vraie princesse. Même mes parents ne m'ont jamais dorlotée ainsi lorsque j'étais malade. Les mois passent sans plus un seul incident, jusqu'à ce que je tombe enceinte, à 23 ans. J'étais si heureuse que je prépare un repas digne d'un repas de fête. J'avais même acheté pour l'occasion des bougies et un chandelier. Et quelle ne fut pas ma stupeur, lorsque pour seule réponse à mon annonce, je suis rouée de coups au ventre. Il y est allé avec ses poings, avec des coups de pied, et a même pris le tisonnier pour me frapper de toutes ses forces, pour être sûr que je perde le bébé. Je me suis évanouie quelques minutes, et à mon réveil, tordue par la douleur et ayant du mal à respirer, mon mari me prend dans ses bras et me demande pourquoi je fais tout pour le mettre hors de vie. Pourquoi je veux lui imposer d'horribles enfants qui vont briser notre couple, faisant de nous une famille. Il me dit qu'il aimerait arrêter de me corriger, mais que dans l'état actuel des choses, c'est compliqué de ne pas être obligé de me remettre sur le droit chemin. Je ne comprenais pas pourquoi c'était si mal de vouloir un enfant. Pour moi, avoir un bébé consoliderait notre amour. Et je voulais des enfants de toute façon. Et si je n'avais déjà pas le droit de travailler, qu'il m'offre au moins des enfants. Les années passent, il me corrige parfois, surtout après qu'on ait reçu des invités ou que nous soyons invités nous-mêmes. Il n'aimait pas mon comportement malsain en société, alors que je n'ai pourtant jamais rien fait ou dit qui puisse être déplacé. Tout se passe bien jusqu'à avant-hier soir, où il m'a quasiment laissée pour morte. Je venais de lui apprendre que malgré nos précautions, je venais de tomber enceinte. Le seul moyen de se débarrasser du bébé était de me rouer de coups à nouveau, sauf que cette fois-ci, j'ai mis plusieurs heures à me réveiller lorsque j'ai perdu connaissance. C'est ma voisine qui est venue pour me demander du sucre pour son gâteau. Elle m'a vue allongée au sol, des hématomes sur tout le visage, les lèvres et l'œil en sang coagulé, et une mare de sang à mon entrejambe. J'ai fait une hémorragie en perdant le bébé. Je suis sortie de l'hôpital ce matin, avec un soin prévu pour expulser le bébé dans quelques jours, et les policiers refusent que je rentre chez moi. Mon mari est en garde à vue. Et me voilà ici avec vous, sœur Marie-Odile, ne sachant plus quoi faire de ma vie. À l'écoute de cette dernière phrase de Jeanne, la religieuse se permet de prendre cette femme anéantie dans ses bras en lui disant que ça allait s'arranger et que tout finit par s'arranger grâce au Seigneur. De mon côté, je suis à la fois attristée et révoltée par ce que je viens d'entendre. Comment peut-on agir de la sorte avec la personne que l'on aime le plus au monde? Je ne peux pas la laisser comme ça. Mais comment vais-je bien pouvoir l'aider? Lorsque la religieuse sort de la chambre, je vois Jeanne sortir un pendule. Oui, un pendule. Et ça tombe à pic, car ça veut dire qu'elle peut entrer facilement en communication avec l'autre monde. Je ne pouvais espérer mieux. Je l'entends formuler ces questions, et ça me peine encore plus. À la question « Mon bébé ne vit-il plus ?», la réponse est « Oui ». À la question « Mon mari regrette-t-il ?», la réponse est « Non ». À la question « Mon mari va-t-il recommencer ?», la réponse est « Oui ». À la question « Mon mari m'aime-t-il ?», la réponse est « Non ». Jeanne fond en larmes et elle jette le pendule au coin de la pièce. Pourtant, il a fait tout un cinéma pour entrer dans la maison d'accueil. Mais fort heureusement, il est en garde à vue. Il voudrait revoir sa femme qu'il aime tant. Pourquoi faire? Pour continuer à la rouer de coups? Elle veut lui donner une dernière chance. Elle sait comment se comporter pour éviter les coups. Elle l'aime tant quand il n'a pas de dédoublement de personnalité. Elle veut rentrer. Je le sais car je la vois ranger à nouveau ses affaires dans son sac, comme prête à partir. Je ne peux plus attendre. Je dois la raisonner. Je dois l'aider. Il va finir par la tuer. Je rassemble alors mes forces et je fais ouvrir les fenêtres d'un coup avec une énorme bourrasque de vent. Surprise, elle va vite vers la fenêtre pour la refermer, mais je fais souffler le vent encore plus fort pour qu'elle éprouve des difficultés à la fermer.
et je lui murmure « Reste ici, ne pars pas, ta vie est en danger. » Elle prend peur et force comme elle peut pour fermer la fenêtre et se colle dos au carreau. Son cœur bat la chamade. Elle n'ose croire en ce qu'elle vient d'entendre et reste figée un instant, incapable de bouger. Elle est véritablement tétanisée. Je continue à lui parler en lui disant « Jeanne, c'est moi, Adélaïde. Il faut que tu restes ici, sinon il va finir par te faire perdre la vie. Ici, tu es sous protection. » Effrayée, Jeanne prend son courage à deux mains et tente de traverser la chambre en courant pour sortir le plus rapidement possible de ce lieu hanté. Mais non, je ne la laisserai pas partir. Elle doit rester ici le temps qu'il aille en prison. Sans attendre une seconde, je fais glisser la chaise contre la porte pour la bloquer, en faisant un bruit assourdissant. Jeanne se colle dos à la porte et crie. Elle hurle qu'il faut la laisser sortir. Les religieuses savent très bien que c'est moi qui suis en train de la sauver des griffes de son mari. Et elles me laissent faire, feintant de ne rien entendre. Je commence à parler à Jeanne et je lui demande, en mémoire de ces 2 bébés qu'elle a perdus, de ne plus jamais retourner avec lui. Il a déjà tué 2 êtres sans défense et qu'il était temps d'arrêter le massacre. Elle tombe à genoux au sol et pleure encore et encore, inconsolable. Elle s'arrête subitement de pleurer en hurlant telle une guerrière, en disant « Pourquoi ?» Jeanne se confie à moi. Elle me dit tout ce qu'elle a sur le cœur, tout ce qu'elle ressent. Mais plus elle s'apaise, plus elle retombe dans les travers de l'amour et trouve des circonstances atténuantes à son mari. Elle dit qu'il est comme ça, seulement quand il a trop bu. Ça me met hors de moi. Et je fais claquer les fenêtres avec des grands coups de vent encore plus violents. Et je lui dis alors, s'il est désinhibé comme tu dis, c'est bien la preuve qu'il fait quelque chose qu'il rêve de faire alors qu'il s'en empêche lorsqu'il est sobre, c'est bien ça. Ça ne te suffit pas, tu en veux encore. Tu veux qu'il stoppe à nouveau tes grossesses, c'est ça que tu veux, c'est ça? Quel âge aurait ton enfant aujourd'hui s'il était en vie? À cette dernière phrase, je sens que ça fait écho, et son regard change, il devient noir. Je vois le regard d'une femme qui ne veut plus se laisser faire. Elle se relève d'un coup, tête baissée, et regard noir plongé au loin. Prend son sac de voyage sur le dos, s'avance près de la porte et retire la chaise qui bloque la porte en la faisant voler à travers la pièce. Elle se dirige vers la cuisine, fouille dans les tiroirs et prend une pomme dans le panier avant de quitter le manoir. Elle se rend au poste de police pour avoir une sérieuse discussion avec son mari. Les policiers tentent bien de l'en dissuader, c'est bien trop frais et tant qu'il n'a pas été jugé, il est préférable qu'elle ne soit pas confrontée à lui. Elle leur explique qu'elle lui pardonne et qu'elle veut renouer avec lui. Elle leur dit même qu'il est fatigué en ce moment, surmené par son travail et que tout cela n'est qu'un accident, qu'elle l'aime et qu'elle veut rentrer avec son époux. Les policiers sont attendris par son discours et acceptent qu'elle lui parle, et acceptent même de la laisser seule avec lui. Elle entre dans sa cellule et s'excuse de l'avoir mise en colère. De ses mains menottées, il lui caresse les mains en lui disant « Ne t'en fais pas, je te pardonne. Rentrons mon amour. » Elle se lève avec un grand sourire et les larmes aux yeux, et feint de sortir un mouchoir pour essuyer ses larmes. Elle empoigne alors le couteau de charcutier qu'elle a trouvé dans les tiroirs du manoir et lui plante en plein cœur, en lui disant « Ça, c'est pour les 2 bébés que tu m'as volés. » Elle tourne les talons et ressort de la cellule, la tête haute, le regard noir, perdu au loin. Voilà une fin que j'aurais voulu éviter, mon cher Chanel. Bien à toi, ta confidente Adélaïde.